Bonjour, merci d'être venu pour cette dernière conversation au salon organisée par la bibliothèque et aussi la dernière conversation au salon de cette exposition. Malheureusement, tout a une fin. Et donc, je vous présente Jovita dos Santos Pinto et Isabelle Barros qui ont participé ou qui s'intéressent à cette question du racisme en Suisse ou de la racialisation, comme on dit maintenant. Donc c'est un livre que j'ai trouvé personnellement très dur parce que c'est vrai que quand on lit tout un panorama comme ça de tout ce qui se passe dans notre propre pays qui, malgré tout, se donne toujours l'impression qu'on est un peu pas trop concerné, que c'est tellement pire ailleurs. Bon, c'est vrai que ce livre voilà, nous remet un peu les pendules à l'heure et nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail. Alors voilà, bienvenue et puis je vous laisse parler de ce sujet. Bienvenue de notre part aussi. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter ce livre qui est sorti il y a 2 ans chez les éditeurs de Salzmo, qui est accessible en français et en allemand et qu'on peut acheter, mais il est aussi accessible open access, donc il est gratuit et online. Je m'appelle Jovita dos Santos Pinto. Je rédige actuellement une thèse sur l'espace public postcolonial en Suisse à l'Université de Berne. À côté de moi, il y a Isabelle Barros, qui est doctorante à l'Université de Lausanne. On est très contente et heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler du livre, de la recherche critique sur la racialisation et le racisme, sur l'antiracisme en Suisse et en particulier de pouvoir faire cette conversation ensemble. Pour moi, c'est une super opportunité parce que j'apprécie beaucoup et énormément le travail d'Isabelle Barros, que je trouve qui est un travail, elle a une rigueur et une minutie intellectuelle et une intégrité militante que j'admire beaucoup. Nous avons toutes les deux participé en différentes manières à la création et à la diffusion de connaissances sur l'implication de la Suisse dans l'esclavage et le colonialisme, et je crois que Isabelle aussi, elle a surtout anticipé une partie de ce livre, je trouve, dans sa pratique qui traverse toujours la barrière de Rösti, qui est quelque chose qui est quand même encore très difficile jusqu'à présent. L'année 2024, au cours de laquelle de nombreuses expositions dans des musées d'État ou subventionnés par l'État sont consacrés à ces enchevêtrements, 4 rien qu'à Zurich, c'est très émouvant. Aussi parce que notre travail y a reçu une reconnaissance partielle. Bienvenue. Je dis que c'est une reconnaissance partielle parce que le rôle et le travail scientifique et politique et militantistes des personnes non blanches ont souvent fait l'objet d'une appropriation extractiviste dans ce contexte également, et que beaucoup de personnes qui ont en effet participé de différentes façons sont restées invisibles. Mais aussi parce que, je dis partielle aussi parce que en raison des crises multiples liées aux catastrophes climatiques, à la montée de l'autoritarisme populaire au niveau mondial, à la migration forcée, à la violence sexiste et raciste qui ont toute une dimension coloniale, beaucoup d'analyses, de vulgarisation et de mobilisation restent encore à faire. Et nous sommes confrontés au même moment à différentes formes de backlash. Notre entretien, notre conversation portera donc d'une part sur ce livre, mais aussi sur la question de comment on continue. En ce qui concerne le déroulement, je vais tout d'abord vous parler de la genèse et de la composition du livre pour donner une impression du contenu. Et après, Isabelle et moi, on a choisi quelques extraits que nous allons discuter.
et d'autres extraits de notre travail où on verra si on aura le temps d'y revenir aussi. Les éditrices et éditeurs, nous étions un groupe de chercheuses et chercheurs de la Suisse romande ainsi que la Suisse alémanique, ayant des approches et des compréhensions très différentes de la racialisation et du racisme de la Suisse. Nous étions 4 professeurs blancs, ou white passing, et 3 doctorantes noires, ce qui en soi serait un point de discussion. Et le point de départ était que bien qu'il n'y ait pas de recherche institutionnalisée sur le racisme en Suisse, il existe différentes approches de la recherche critique sur la race en Suisse qui peuvent ouvrir de nouvelles perspectives de recherche fondamentales. Parallèlement, les approches critiques de la race prennent de plus en plus d'importance dans les institutions publiques et culturelles depuis une dizaine d'années, et plus particulièrement depuis 2020. Cela est notamment dû à différentes initiatives de la société civile lancées principalement par des personnes noires et d'autres personnes marquées par la racialisation et d'activistes antiracistes en dehors, aux marges et dans les universités suisses. Dans le cadre d'une réflexion fondamentale sur l'histoire et l'actualité de la race et du racisme en Suisse, ce livre examine les liens entre le racisme structurel, symbolique, politique, quotidien et intersubjectif. Quelles sont les différentes formes et manifestations du racisme moderne? Par exemple, le racisme anti-noir, le racisme anti-musulman, le racisme contre les Sinti, les Roms et les Yéniches, l'antisémitisme ou les formes de racisme développées dans le cadre de la migration des soit-dit saisonniers, à l'égard de personnes originaires d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Turquie ou de l'Europe du Sud-Est. Qu'est-ce qui les relie entre eux et qu'est-ce qui les différencie? Il faut également se demander comment le racisme interagit avec d'autres formes de domination telles que le cis-hétérosexisme, le classisme ou le nationalisme, et quels sont les instruments d'analyse disponibles pour rendre visibles et comprendre de telles implications. Nous voulions donc renforcer une recherche critique plus recentrée sur le racisme tout en proposant des approches de la recherche existante aux personnes intéressées qui souhaitent mieux comprendre ces processus de racialisation et de racisme en Suisse. Le livre, comme je l'avais déjà dit, a été publié simultanément en allemand et en français. Il s'agissait pour nous de proposer une confrontation au-delà des barrières linguistiques. Nous voulions tenir compte des différences dans les différentes traditions de recherche qui existent aussi dans ces deux langues et les rendre en partie visibles, mais aussi surtout les faire dialoguer entre elles. Ce volume rassemble 13 articles issus de différentes disciplines de recherche telles que l'histoire, l'anthropologie sociale, la philosophie, le droit, la sociologie, les sciences politiques et les études de genre. Je ne peux pas aborder ici tous les différents thèmes que ces contributions rassemblent, mais ensemble, elles donnent une impression claire de la manière dont la race, en tant que catégorie d'ordre hiérarchique, traverse toute la société suisse par les biais de lois, des institutions et des autorités jusqu'aux relations interpersonnelles. Ce qui apparaît également clair pour moi, en tant que chercheuse dans ce domaine, c'est que la recherche sur le racisme en Suisse n'est qu'à ses débuts. Nous avons commencé à travailler sur ce volume dès les années 2018. La collaboration avec autant de personnes si différentes était un challenge. Et la pandémie a rendu la collaboration encore plus difficile et a retardé la parution du livre. Donc, il y a beaucoup de temps que ce livre a mis beaucoup de temps à paraître. Et lorsque je regarde le livre aujourd'hui en tant que coéditrice, de nombreux liens et thèmes qui manquent, c'est les choses que je vois en premier, mais je crois que c'est un peu l'effet toujours qu'on a comme coéditrice d'un livre.
Mais aussi, je vois, et je crois que ça c'est vraiment spécifique pour la Suisse, des lacunes massives dans la recherche. Et j'espère que ce livre permettra de les combler. En même temps, beaucoup de choses ont changé depuis 2005. Et puis, je crois qu'on parlera de ça aussi. Donc, je ne vais pas dire en plus. Avant de passer au premier extrait du livre, je me demande maintenant à toi, Isabelle, peut-être de t'introduire et puis de donner ton propre avis sur le livre. Tu connais mieux la Suisse romande que moi. Tu as lu le livre. En quoi vois-tu la pertinence du livre et en quoi vois-tu la pertinence spécifiquement pour la Suisse romande? Merci beaucoup, Jovita. Aussi, bonjour de ma part. Bienvenue à tous les toutes qui sont là. Très génial de vous voir aussi nombreux ici. Oui, merci aussi pour tes douces mots de présentation. C'est réciproque, en fait. J'admire beaucoup ton travail aussi, ton intégrité militante. Euh, oui, bon, j'apprécie beaucoup le livre. En fait, je l'ai lu. Je trouve, je vais le montrer aussi, parce qu'il y en a des gens qui n'étaient pas là depuis le début. Donc, le livre est là, on peut le circuler si jamais. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'il d'abord il est disponible en français et en allemand, ce qui est un atout pour tout le monde. Il est aussi à disposition online, donc il est open access en français et en allemand, ce qui n'est pas évident. Et aussi, bien entendu, j'admire beaucoup la qualité des contributions, les noms qui sont là, les matériels qui ont été utilisés, la transversalité, donc des choses qui, toi, tu as déjà pointées. Donc, en fait, moi, sur mes appréciations en rapport avec la Suisse romande, je parle de ma perspective en tant que chercheuse et militante qui circule dans ces deux côtés de Röstigraben. Moi, suis historienne, j'ai travaillé bon, j'ai beaucoup travaillé à Neuchâtel aussi. J'étais co-responsable des parcours, des visites guidées sur le château colonial pendant longtemps, donc, et aussi Fribourg et d'autres espaces. Actuellement, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Lausanne sur le passé colonial de la Suisse. Moi, je travaille avec Bernard Scher, plus spécifiquement sur une plantation au sud de Bahia et sur l'esclavage de genre et maternité dans l'ensemble de cette plantation au 19e siècle. Donc, c'est pas très nouveau. Et moi, j'habite à Berne depuis toujours. Je milite aussi à Berne comme activiste antiraciste. Donc, moi, je vais parler un petit peu de ma position. J'espère que, bon, je vais forcément faire quelques comparaisons entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Donc, j'espère que je ne vais fâcher personne à cause de ça. Et si jamais, vous pouvez toujours compléter mes propos. Donc, un point que je trouve très intéressant dans le livre, c'est qu'il s'adresse à la Suisse. Donc, c'est pas un Doing Race Genève, un Doing Race Vaud, un Doing Race Neuchâtel ou Berne. Donc, ça, ça indique déjà que le racisme fait partie de la construction de l'identité nationale suisse. Je pense que ça, c'est très important de le souligner. Ça, je pense qu'à partir de vos contributions, vous laissez très clair. Aussi, je pense qu'un autre point qui est très important, c'est que la publication, elle donne l'opportunité des chercheurs, chercheuses, mais pas seulement, des militantes antiracistes, se connaître de deux côtés de la Sarine. Donc, quand on entend leur nom, on lit leurs contributions et qui sont faites aussi à niveau national. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, en fait, si tu es d'accord, mais aussi le public, que la pandémie et le fait que les Black Lives Matter, donc toutes les manifestations liées au BLM, euh, se sont passées pendant la pandémie, ça a exigé beaucoup des activistes, des militantes, en fait, j'ai l'impression, parce que voilà, les gens étaient souvent appelés à la presse, mais souvent ont organisé des manifestations, ont organisé des pétitions comme celle qui a eu lieu à Neuchâtel, par exemple. Mais donc, le travail militant, il était plutôt localisé, donc il s'est territorialisé, ce qui est très intéressant. Il y a un petit peu interrompu un, un mouvement intéressant qu'il y en avait avant la pandémie, qui les militants antiracistes de toute la Suisse rencontraient ou bien s'échangeaient. Donc, la pandémie a un petit peu territorialisé les gens, donc on était actifs
dans nos respectifs cantons, en menant des combats aussi dans nos respectifs cantons, ce qui a été vraiment cool d'un côté parce que ça a permis de faire des avancées importantes sur nos espaces, mais ça a un petit peu coupé cette circulation d'informations qui est très importante aussi au niveau légal, au niveau national. Désolée si je parle trop vite, hein, serrez la ceinture, si jamais. Il y a aussi un point intéressant, c'est que j'ai l'impression, et après, de nouveau, corrigez-moi si je dis des bêtises, que les 10 dernières années en Suisse alémanique, il y en a eu des publications similaires, entre guillemets, à celles-là que vous avez proposées, qui ont été super intéressantes, qui ont une perspective nationale, mais qui n'étaient publiées qu'en allemand. Donc, par exemple, ça, c'est le cas pour le racial profiling, qui est un livre qui parle de profilage racial, qui est super intéressant, qui a même 2 éditions. Donc, je l'ai fait circuler, qui malheureusement, malgré le fait qu'il parle de toute la Suisse, donc la Suisse dans son ensemble national, il a été publié qu'en allemand. Peut-être faute de, de ressources, mais peut-être même à faute d'intérêt. Donc, je sais. Et aussi, il y en a un autre livre que je trouve intéressant qui est le Handbook de Inès de l'Institut Nouvelle Suisse, qui aussi a un recueil des expériences diasporiques en Suisse, qui est super intéressant, aussi plutôt à disposition en allemand. Donc j'ai l'impression, je ne sais pas, après tu me corriges aussi si tu n'es pas d'accord, mais qui est le Undoing Race, il suit un petit peu cette ligne qui a été inaugurée par ces publications qui sont intéressantes. Et ça donne aussi, comme toi tu as dit aussi dans ton introduction, peut-être que ça va permettre aussi de motiver d'autres groupes, d'autres collectifs voilà, à faire des choses similaires. C'est ça. Ouais. Maintenant que tu le dis, je crois qu'il y a quand même une différence entre ce livre et les différents bouquins que tu as introduits. Et puis je crois que la grande différence, c'est que le grand mérite, soit du livre Racial Profiling, soit du Handbuch de Inès, c'est qu'il y a, soit des chercheuses, soit des collectifs, soit des personnes militantes de différentes façons qui ont contribué à ce livre. Et puis je crois que c'est une meilleure réflexion en fait sur de quelle façon le savoir autour du racisme et la racialisation en Suisse, elle est en fait produite. Parce qu'il y a beaucoup, je viens de participer à une petite étude où l'idée c'est un peu de tracer le savoir antiraciste ou bien créer des archives antiracistes en Suisse. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes qui finalement ont été interrogées, c'était des personnes qui travaillent dans des ONG, qui travaillent dans différentes institutions, mais peu de personnes qui travaillent dans les universités. Donc il y a un savoir, c'est impressionnant qu'il y ait un savoir autour de l'histoire de racisme et d'antiracisme en Suisse qui se trouve peu dans les universités et dans les autres hautes écoles, ce qui est vraiment pertinent. Et c'était, comment je dis, j'étais tout à fait étonnée de ce savoir et de ce lien. Et puis je crois que ça c'est vraiment et je crois que le fait qu'il y a eu ces publications qui reflètent cette liaison entre un savoir dans les universités, aux marges et en dehors des universités, est très bien reflété dans le Handbuch ainsi que dans le livre Racial Profiling. Oui. Quoi? Ah non, désolée, c'est juste voilà. Il y a un concept qu'on introduit dans le livre qui est le concept de racelessness ou le racisme sans race, qui a été élaboré par différents théoréticiens dans le contexte de l'Europe occidentale. Et Noémie Michel, politologue qui était à l'Université de Genève,
C'était la personne qui l'a introduit dans le contexte suisse et depuis, il est devenu un concept très productif pour penser sur les discours de la racialisation dans la Suisse. Dans le livre, nous le décrivons ainsi. La race, parfois, semble exister partout sauf en Europe, où les minorités racialisées sont traditionnellement placées en dehors de la communauté nationale et par extension de la communauté continentale. Cette estimation vaut également et peut-être tout particulièrement pour la Suisse. Les récits nationaux, longtemps dominants d'un pays réputé être resté en marge du colonialisme et de l'impérialisme, favorisent des interprétations du racisme comme un incident, un fait singulier ou l'excès irrationnel d'une minorité d'extrême droite. Or, de nombreuses études montrent que depuis le 11 septembre 2001, on observe une recrudescence de propos et de pratiques racistes acceptés en public, ainsi qu'un racisme structurel et quotidien persistant. Noémie Michel a notamment montré à l'époque que l'on ne parlait certes ni de race ni de racisme dans le contexte suisse, mais que celui-ci persistait bel et bien dans le langage visuel. Elle a fait son analyse autour de sa thèse, autour de la campagne de l'UDC avec les moutons. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Et que c'est justement de telles pratiques de distanciation auxquelles on a eu recours lorsque le contenu raciste des images a été critiqué par des militants antiracistes. Donc ce concept du racisme sans race, il réapparaît un peu dans la majorité des articles. Et vu que tu as une pratique qui va aussi au-delà de l'université, je voulais savoir si toi, tu peux nous dire un peu comment ce racisme sans race se manifeste dans ton propre travail. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, c'est impressionnant parce que moi, je viens du Brésil et là, on dit qu'on a un racisme sans raciste parce que 81% de la population admet qu'il existe du racisme, mais 89% de la population n'assume pas être raciste. Donc là, compte elle ferme jamais. Il y en a 19% de personnes là qui sont racistes, je sais pas. Et moi, je vis dans un pays où il y en a un racisme sans race. Donc, ça montre un petit peu le niveau de complexité de ces concepts et aussi de dureté de le faire face. J'aime beaucoup cet article, je vous invite à le lire, l'article de Noémie Michel, et je pense que c'est très important parce qu'elle va nous rappeler dans son article que le racisme, il tue en fait. Donc, c'est pas qu'il y a un objet d'étude, c'est quelque chose de mortel, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, qu'il faut justement essayer de le déconstruire pour faire face à son schéma. Moi, je ne vais pas donner beaucoup de spoilers sur l'article parce que je ne sais pas que vous le lisez. Mais en fait, je pense que personnellement, j'étais confrontée à tous les cas de figure que Noémie Michel elle va présenter dans son article. En fait, pour elle, par exemple, des exemples de racisme, c'est des moments où ce malaise, où on adresse la blancheté, bien le fait d'être noir, bien le fait d'être blanc. Moi, je trouve toujours ça dans mon travail. Peut-être que je peux l'exemplifier plus en profondeur, mais aussi les questions, voilà, les racismes, c'est toujours ailleurs. C'est toujours aux États-Unis, c'est au Brésil, ou bien de, de privatiser les racismes, de parler, voilà, ce sont les sentiments, ça sont dans les domaines de privé, et etc. Aussi, d'utiliser des euphémismes pour, pour euh, adresser les personnes racisées ou bien le racisme, par exemple, en parlant de la politique de trois cercles, en parlant des réfugiés, en parlant des migrantes, et voilà. Donc, moi, je sens, par exemple, dans le travail, un certain malaise alors que quand je vais adresser la blanchité, soit comme objet d'étude, par exemple, soit quand j'essaie
de confronter les personnes avec lesquelles je circule avec l'extrême, la présence, la seule présence des personnes blanches dans des positions de pouvoir, soit dans les milieux académiques ou bien dans les milieux institutionnels. Donc, je, je sens, je sens ce malaise de façon assez importante. Donc, comme je vous ai dit auparavant, moi, je travaille avec l'histoire coloniale suisse. Donc, par exemple, moi, je travaille avec des politiques de blanchissement au Brésil, dont les Suisses ont fait partie. Donc, je pense que c'est très compliqué d'admettre dans l'historiographie suisse que les Suisses ont été aussi utilisés pour blanchir d'autres nations. On fait partie d'un processus de blanchissement assez important et qui ont été invités, ou bien que les facteurs blanchité était un facteur déterminant pour les puissances coloniales de permettre l'établissement des colonies suisses dans ce territoire. Euh, et moi, par exemple, dans le cas de Nova Fribourg, j'ai déjà beaucoup entendu parler que, voilà, des théories telles que voilà, les Suisses étaient les premières euh, migrants ou réfugiés climatiques. Mais jamais j'ai entendu le facteur blanchité comme un facteur déterminant ou bien qui attirait les puissances étrangères à établir des colonies suisses dans leur domaine. Euh, Notre facteur, donc, à chaque fois que j'essaye d'adresser la forte présence des personnes blanches dans des positions de pouvoir, euh, soit ce qui se passe donc, donc c'est toujours, il y en a toujours un petit malaise, mais en même temps, je sens que si ces personnes sont soit au niveau académique, soit au niveau des institutions, une fois que ces personnes sont confrontées à cette présence extrêmement forte de la blanchité, soit ils vont justement attirer des personnes non blanches, bien des personnes racisées par le biais des petits mandats ou bien des petits travails spécifiques, mais jamais intégrer justement ces personnes racisées dans leur centre de centre de pouvoir. Ou bien ils vont mettre dans la compte de la méritocratie, par exemple, qui ne tient pas trop la route. Donc je pense que ce qui m'affecte le plus, bien, je sens les plus grands malaises, c'est justement en essayant d'adresser la blanchité. Je ne sais pas si j'étais claire. Ok, bien. Je continue. Dans sa contribution au livre, l'anthropologue Rohit Jain argumente qu'il existe un racisme d'État spécifique à l'Helvétie. Oui, on peut aller à la prochaine. Je vais vite dire quelque chose avant que je vais lire le passage. Pour lui, ce racisme à l'Helvétie a deux dimensions. J'aimerais bien parler d'une. Et donc, il dit qu'en Suisse, il y a toujours eu différentes formes de racisme simultanément. Par exemple, le racisme anti-tzigane, anti-migrant, un racisme colonial, un racisme anti-musulman et antisémite qui se chevauchent, c'est comme ça qu'on dit, dans un réseau historique et dynamique. Donc il écrit: on peut aussi faire remonter l'actuel profilage racial qui a eu lieu par le biais des banques de données du système Schengen-Dublin au registre anti-tzigane et au contrôle frontalier qui se sont déroulés à partir du XIXe siècle, lorsque la Suisse a mis en place l'une des premières législations européennes visant à sédentariser les gens du voyage ou à les chasser du pays. L'introduction de la défense anti-étranger dirigée contre les personnes migrantes à partir de 1917 était quant à elle née de la peur que les étrangers et les étrangères ne puissent pas assimiler une spécificité suisse. Une peur qui augmenta dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale pour devenir une paranoïa antisémite meurtrière.
Avec le régime des travailleurs immigrés de l'après-guerre, on poussa encore plus loin cette paranoïa institutionnelle. Il fallait empêcher les personnes étrangères d'Europe du Sud et leurs familles de s'installer dans le pays en pratiquant ce qu'on appelait le modèle de rotation, un système double d'obstacles juridiques et démocratiques. Ces dispositifs du soi et de l'autre n'auraient jamais, quant à eux, pu voir le jour si la Suisse ne s'était pas inscrite par un certain nombre de billets dans l'expansion coloniale de l'Europe. Ces dispositifs divers semblent toutefois moins disposés autour d'un racisme explicite, belliciste et passionné que ce n'était le cas dans les anciennes puissances impériales européennes. Le racisme de l'État helvétique paraît plutôt efficient en tant que réseau décousu, mais consistant, de logique discursive et de technologie biopolitique dans le travail de la police et de l'administration, dans la législation, l'économie, la science et la culture de masse. Je crois que ce racisme d'État helvétique et la racelessness, ou le racisme sans race en Suisse, s'encouragent mutuellement. Dans de nombreux contextes européens, la résistance anticoloniale s'est également transformée en résistance antiraciste. Celle-ci s'adressait aux métropoles coloniales par des personnes colonisées par ces pays. Dans le colonialisme sans colonie suisse, il n'y avait pas cette surface de friction explicite et je pense que ce qui a déterminé le colonialisme suisse, c'est qu'il avait moins de lieux de condensation, mais que les Suisses étaient partout, si on peut le dire comme ça. Les migrantes européennes avaient en outre elles-mêmes accès à la blancheur comme catégorie de classement dans leur pays d'origine, c'est-à-dire qu'elles étaient peut-être pauvres, mais tout de même encore blanches. Le racisme est en outre souvent assimilé au racisme qu'elles ont vécu en Suisse ou auquel elles ont été soumises en Suisse, était assimilé au racisme anti-noir ou aux mesures allant de ce dernier. C'est justement parce qu'il nous manque en Suisse un langage conscient du racisme que nous pourrions considérer cela comme une chance de porter davantage notre regard sur les pratiques et les processus qui produisent ici des inégalités racistes sur le plan social et économique. C'est ainsi que j'argumenterai, par exemple, pour démontrer cela à l'aide des travailleurs migrants de l'Europe du Sud, qui ont été ségrégés en Suisse selon des logiques racistes qui s'inspiraient des contextes coloniaux anti-noirs et d'apartheid. Par exemple, il y avait ces affichages qui disaient les chiens et les Italiens sont interdits dans certains lieux. Il y avait les quartiers qui étaient dénommés en Suisse alémanique en tout cas, et puis qui sont toujours encore rappelés de cette façon, comme les quartiers des haines, mais qui ne décrivaient pas des quartiers où il y avait des personnes noires explicitement qui vivaient, mais qui étaient construits et conçus pour les travailleurs migrants du sud de l'Europe. Donc c'est ces pratiques-là qui ont été inspirées d'une pratique coloniale qui ont été reprises dans le contexte suisse, et puis, ouais, pour donner des exemples. Voilà, et puis je dirais aussi que dans les années 60, au même temps, donc, l'expérience déterminante pour les personnes noires en Suisse à cette époque était peut-être moins cette forme de ségrégation, donc d'être ségrégé en groupe, mais c'était plutôt l'isolement social parmi les personnes blanches qui était pertinent, donc qui n'a pas nécessairement la même visibilité dans un contexte colonial où on parle de ségrégation. C'est une pratique très différente, et puis ces différentes façons de penser et puis de voir et puis de pouvoir concevoir le racisme et les effets sociaux et économiques et personnels du racisme, c'est quelque chose qu'on perd souvent de vue aussi quand on reprend des concepts qui sont peut-être plus visibles des contextes où il y a une recherche de racisme qui est plus institutionnalisée et puis avec une plus ampleur qu'ici en Suisse. Bon, je crois que ça,
ça pourrait aussi nous donner un autre regard pour réfléchir à la politique identitaire et surtout à la possibilité d'une solidarité antiraciste parmi les personnes marginalisées par le racisme, mais aussi au-delà. C'était ça ma partie. Et maintenant, la question à toi, Isabelle, comment toi tu vois les choses? Et puis, parce que la discussion autour de la politique identitaire en Cissalémanique, elle était très forte et elle continue très, très controversée. C'est comment en Cisromande? Bon, justement, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre en allemand suisse romande. Peut-être qu'après, vous pouvez aussi contribuer, mais juste pour revenir un petit peu à cette question, moi, j'ai rencontré la semaine passée par hasard Paola Di Marti, qui est une des personnes, des intellectuelles, mais aussi militantes les plus engagées dans la mémoire des travailleurs, travailleuses saisonniers que je connais en Suisse, qu'elle est une personne très engagée aussi pour penser la solidarité entre euh, les descendants, descendantes de ces travailleurs et travailleuses saisonniers et leurs enfants, qui ont été aussi directement punis par cette politique migratoire, justement parce que les enfants, ils étaient interdits d'y exister. Donc, elle et sa sœur ont vécu, ont survécu ces pratiques de migration. Euh, Aussi avec les racismes anti-noirs, mais aussi avec tout l'héritage colonial de la Suisse. Donc, on en a déjà travaillé ensemble pour penser à des solidarités possibles dans ce sens. Et là, on a été toujours heurté à des limites. Il y a des situations, voilà, des résistances. Une fois que les migrantes, les travailleurs, travailleuses saisonniers et leurs descendantes sont toujours, ont été aussi imbibés de ce passé colonial, sont aussi issus des pays colonisateurs, donc qui ont été aussi marqués par ces pratiques. Donc, on a toujours été heurtés par ces difficultés, finalement, à penser une solidarité entre ces différents agents-là. Euh, et justement, lors de mon rencontre avec Paola, elle me, elle me disait qu'elle avait rencontré des nouveaux archives, justement, de ses premiers euh, de la police, bien le département de police et justice, qui faisait référence à ces saisonniers et saisonnières et que leur vocabulaire, comme toi tu as dit, était extrêmement marqué par un vocabulaire colonial, raciste, très important. Et elle, justement, elle insistait à, à de nouveau renoncer ces points de réflexion et de solidarité commune. En ce qui concerne l'identitarisme, je pense qu'il a fait moins de bruit en Suisse romande qu'il fait en Suisse alémanique jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que, pour moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que l'anti-wokisme maintenant fait un petit peu, ouais, est plus à la mode ici que l'identitarisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Et ça, apparemment, est mobilisé par certains individus, je ne sais pas, journalistes ou bien des personnes qui ont une certaine popularité. Et je sais pas, les woke, c'est quand même c'est un mot à quatre syllabes, non? Donc, c'est facile à rappeler, c'est facile à faire un hashtag, c'est sexy, c'est catchy. Donc, les gens aiment bien. Et j'ai l'impression qu'ils mettent tout dans les mêmes paniers. Donc, on peut être anti-woke, donc on peut être contre les, ouais, les approches des genres, les queer, les antiracistes. On peut faire un petit peu, on peut mettre tout le monde dans les mêmes balais et on peut, comme ça, critiquer les gens voilà, qui font quelque chose contre ces expériences de discrimination. Donc, c'est ça un petit peu, c'est mon impression. Mhm. Je vois on est déjà à la fin de notre temps. J'aurais bien voulu répondre à ce que tu viens de dire autour de la anti-wokeness, mais je propose qu'on ouvre vite pour une question et puis on finit 15 minutes plus tard
pour ceux qui veulent, et les personnes qui veulent partir, elles peuvent partir maintenant aussi. C'est 1 heure, c'est jusqu'à 1 heure que c'était dit. Mais on ouvre et on prend 2 questions. S'il y a des questions, oui. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à votre dernière intervention sur les différences, entre guillemets, sur l'accueil justement des saisonniers du Sud qui, eux, étaient vraiment dans des zones à part, c'était tous ensemble, versus les années 60, les personnes noires qui arrivaient en Suisse étaient un peu isolées. Et donc, est-ce que vous faites ce lien entre l'isolement de ces personnes et aujourd'hui cette difficulté aussi qu'on a justement de faire communauté et puis de faire en sorte que ces personnes-là puissent ensemble justement mener des luttes, etc. Est-ce qu'on y voit un lien ou, enfin, je me suis posé la question du coup, est-ce que c'était lié? Je crois que pour moi, je crois qu'il y a différentes dimensions dans ça. Mais je crois que une des difficultés où je dirais que, par exemple, ce qui se passe souvent, et puis ce qui s'est passé souvent aussi en Suisse, même qu'il y avait pendant longtemps, par exemple, les institutions fédérales, elles ne reconnaissaient pas qu'il y a un racisme anti-noir spécifique. Mais en même temps, le racisme ou une idée de racisme était transmise à travers d'images de discrimination de personnes noires. Donc, quand on pense au racisme, quand on pense au antiracisme, on pense à des personnes noires. Pour des bonnes raisons, oui, mais il y a dans ça, il y a vraiment beaucoup de bonnes raisons pourquoi est-ce qu'on devrait le centrer, mais je crois qu'il y a en ça aussi une dimension où on perd de vue que le racisme anti-noir, il a des différentes histoires et il se trouve dans des contextes différents, même si c'est un phénomène global. Et donc de penser, en Suisse, ou en différents moments, il y a par exemple le militantisme ou bien l'activisme de personnes, des personnes migrantes, des travailleurs migrants du sud d'Europe. Souvent a été dit que, en fait, ce que vous avez vécu, ça n'a rien à voir avec le racisme. Parce que le racisme, on sait bien, c'est le racisme qu'on connaît des États-Unis qui est contre les Noirs, c'est le racisme qu'on connaît de l'Afrique du Sud, qui est contre les personnes noires. Mais dans les deux contextes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a déjà ça, mais c'est toujours cette idée où les corps noirs, en fait, elles sont reprises pour signifier ce que c'est le racisme et l'antiracisme. Et je crois que pour vraiment pouvoir comprendre les logiques d'État, de racisme, de comment ça a changé de façon historique, c'est important qu'on ouvre un peu cette perspective. Je crois que la façon dont le racisme est létal, on dit létal aussi en français, aujourd'hui, et puis peut-être même dans les années 60 en Suisse, il y a une différence entre les personnes qui viennent de contextes où ils peuvent dire on est quand même encore blanc et des personnes qui n'ont pas accès à cette forme de blanchité qui sont des personnes noires. Donc il y a ces différences qui sont notamment et puis qui sont importantes et puis qu'il faut soulever parce que l'autre extrême, c'est de dire que c'est tout la même chose, c'est le racisme pour tout le monde. Donc, il faut juste agrandir et puis on met tout sous une chose. Non, il faut parler des différences, mais il faut aussi pouvoir penser sur le racisme d'une autre façon. Parce que si on pense aux sociétés coloniales, le racisme n'était jamais là pour faire... il y avait jamais... le racisme, en tout cas comme je le comprends moi, il est lié à une forme de gouvernement et puis une forme de gouvernement et d'organisation de société qui est par exemple aussi liée au capitalisme. Et si on pense aux sociétés capitalistes, c'est une forme de différencier les personnes dans une société
à travers de la race. Donc, dans cette différenciation, il n'y a pas que les personnes blanches et il n'y a pas que les personnes noires, mais il y a beaucoup de personnes qui sont entre deux, qui sont menées à faire certains travaux, qui sont soumises à certaines formes de superexploitation, qui sont hiérarchisées dans ces deux extrêmes, si on veut. C'est un continu. Et puis, il faut avoir cette vue pour ce continu pour pouvoir faire des analyses, je crois, et puis pour pouvoir formuler des analyses et des critiques qui visent vraiment à la structuralité de ce racisme. Donc, c'est ça. Et puis, je crois que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de recherches nommées antiracistes ou bien autour de la race, en Suisse, ça change les bases avec lesquelles on peut argumenter ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Il y a Paola De Martin, elle a utilisé elle-même les approches noires féministes pour pouvoir faire sens de ces expériences qu'elle a eues dans le contexte suisse. Donc, c'est une opportunité aussi d'entrer en dialogue et puis de renforcer en fait des causes antiracistes. Mais je crois que c'est des choses qu'il faut penser, qui ne sont pas articulées. Je ne crois pas qu'il y a nécessairement, qu'on ne veut pas cette forme de solidarisation, mais il faut ouvrir le camp pour pouvoir articuler et penser ces différentes imbrications qui sont matérielles, historiques et réelles. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la première partie, vous avez aussi énoncé toute l'historiographie, et je me demandais si on pouvait faire le parallèle avec la question de la Suisse et de l'esclavagisme, avec la question des activistes aussi, où ils ont joué un grand rôle, notamment Hans Fassler. On sait qu'il y avait des travaux qui étaient faits à l'université à Lausanne, mais finalement, dans plusieurs contextes, on se rend compte que le milieu activiste et militant, il apporte aussi des livres, le fait que aussi on parle du sujet dans la presse. Voilà, et ça, je voulais savoir de quelle manière vous en tenez compte aussi et comment vous travaillez avec le milieu militant quand vous êtes universitaire. Juste pour faire une petite intervention autour de Hans Fassler, je crois que c'est intéressant de penser comment est-ce que le militantisme autour de questions de réparation est venu à exister dans le contexte suisse, qui était après de la conférence contre le racisme à Durban en 2001, qui a mené plusieurs personnes activistes, parce que la Suisse, elle disait, on n'a rien à faire avec le colonialisme et l'esclavagisme. Donc, ça a mené beaucoup de personnes qui étaient militantes, mais qui étaient aussi chercheuses à faire des enquêtes autour de ces questions-là. Mais il y avait en 2001 aussi beaucoup d'organisations noires en Suisse qui menaient le même activisme, mais qui n'avaient pas le même accès à des éditrices, parce qu'elles étaient noires, elles n'étaient pas écoutées de la même façon. Il y a ces articles qui disaient on n'a pas de continuité de personnes noires en Suisse, donc on ne parle pas de réparation de ce contexte. Et donc, elles n'avaient pas le même moyen et le même accès. Donc, c'est ces personnes-là qui sont invisibilisées. Et puis, je crois que c'est le travail, ça serait le travail de personnes qui ont cette forme d'accès-là, d'ouvrir l'espace et puis de mettre en avant des autres personnes avec des autres expériences et de les centrer. Et je dirais que Hans Fassler, il n'est pas là, il ne peut pas se défendre, mais je crois qu'après 25 ans de militantisme, il a eu quand même assez d'opportunités de réviser et puis même comment est-ce qu'on dit, de se rappeler avec quelles personnes il a travaillé ensemble quand il a commencé ce genre de travail. Je pense par exemple à l'organisation CRAN,
qui était là dès le début, avec laquelle il a beaucoup collaboré. Il a fait ses premières expositions avec, comment est-ce qu'on dit? Ouais, ensemble avec Le Cran. Mais Le Cran, il a disparu. Il a disparu de toutes les revendications qui ont été faites devant l'ONU. Il a disparu dans les ouvrages qui sont apparus autour de questions de réparation. Et puis quand on pense à qui sont les personnes, la seule personne qui a continuellement mis la question de réparation en avant, c'est Hans Fessler. Donc il y a par exemple, mais je crois que, par exemple, nous, ou bien moi, en étant maintenant dans l'académie, je porte ce genre d'histoire d'une autre façon aussi dans mon corps. Donc j'ai cette sensibilisation, je vois que quand il y a un nouveau projet autour de l'imbrication de la CIS avec le colonialisme qui a été introduit parce qu'il y a eu autant de militantisme en dehors de l'université qui était mené surtout par des personnes noires et puis dans le projet de recherche. Et puis il y a plein de personnes entre-temps qui ont fait leur doctorat et qui sont plus que capables de mener une enquête de tel genre, mais qui ne sont pas considérées pour ces postes. Donc, c'est quelque chose qui fait quelque chose avec nous. C'est quelque chose que je vois, que j'ai la sensibilité, mais je vois aussi que mes moyens sont limités. Je crois que l'université, pour moi en tout cas, c'est un lieu à côté de beaucoup d'autres où je peux, je sais pas, j'ai la possibilité d'ouvrir l'espace et puis d'entrer en conversation et puis de repenser les relations de pouvoir d'une façon différente. Mais je crois que pour toi, tu as aussi une autre dimension parce que tu travailles aussi beaucoup au niveau international. Pardon, merci. Justement, en fait, moi, je travaille au niveau international. Je pense que les collaborations internationales sont extrêmement importantes. Parce qu'il y en a aussi des militants, militantes, historiens, historiennes qui sont dans ces autres espaces. Et en fait, je pense qu'en Suisse, il y a une petite paranoïa avec cette histoire. Si on est chercheur, chercheuse, on ne peut pas être militant, militante. Donc, il faut quand même arrêter un petit peu avec ça, quoi. Je pense, je ne peux pas travailler sur l'esclavage, la maternité, les genres dans une plantation du 19e siècle sans penser aux femmes noires dans les favelas au Brésil. C'est impossible de ne pas faire le lien. Donc, je pense que l'historien, l'historienne, il va choisir aussi son sujet en regardant l'actualité. C'est un bouquin d'histoire d'un côté et un journal de l'autre côté. Donc, c'est aussi, on pense à l'actualité. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est important cette donnée-là. On commence aussi à contrôler le résultat de cette organisation. L'autre question, on a le temps. Désolée, vous voulez partir? Parfait. Maria. Moi, je fais. Allez. La dernière. Non, merci aussi pour cette présentation. Moi, c'était juste, peut-être c'est pas forcément facile d'y répondre, mais vous avez parlé de ce qui manquait, parce qu'effectivement, le livre, vous avez dit 2003, quand il est sorti. Je ne sais pas si vous avez en tête peut-être des sujets, ou en tout cas des objets de recherche qui, pour vous, en fait, sont essentiels aujourd'hui, n'apparaissent pas parce que, voilà, ils n'apparaissent pas dans ce livre, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, quel manque vous voyez aujourd'hui et les perspectives aussi, du coup, pour la suite? Si vous arrivez, si c'est pas Ouais, je vais essayer. Je crois, peut-être je peux même faire le lien, parce que tu as parlé de wokisme avant, et puis je crois que j'étais historienne dans un temps avant. Je me considère plus comme historienne, je me considère comme quelqu'un qui a une approche post-décoloniale au présent. Et puis je crois que ça change beaucoup à la perspective que j'ai et que je prends. Et je crois que aujourd'hui, par exemple, en vue des multiples crises qu'on vit, en vue de cette popularisation de l'autoritarisme qu'on voit partout, il y a beaucoup d'analyses
dans les approches coloniales et postcoloniales qui ont été développées dès les années 60 pour penser la signification, par exemple, de race, de anti-blackness, que je trouve que c'est encore quelque chose d'autre nécessaire. Ce n'est pas seulement le racisme anti-noir, mais c'est vraiment une perception de la modernité à travers de ces catégories noires et blancs qui structurent la façon dont nous faisons sens de ce monde aujourd'hui. Et puis je crois que là, il y a, par exemple, autour de ces questions, il y a beaucoup d'analyses et d'outils d'analyse qui nous manquent. Si je pense, j'ai fait liaison avec l'anti-wokisme, je pense, tu as parlé aussi, je crois, de panique morale. Panique morale, c'est un concept qui a été développé par Stuart Hall. Personne se semble rappeler dans la CIS que c'est un concept et un concept d'analyse qui est beaucoup lié à l'analyse de comment l'autoritarisme ou l'extrême droite peut devenir populaire de la façon qu'elle devient populaire. Et il fait ça aussi avec en tête des analyses qui ont été faites autour du fascisme avec Gramsci, mais aussi à travers de Frantz Fanon qui se pose la question, ou bien d'Aimé Césaire qui pose des questions très similaires. Et puis je crois qu'on a très beaucoup recours à ces analyses pour penser la contemporanéité. Donc la panique morale, ce qui est quelque chose qui est repris aujourd'hui avec le wokisme, ça fait plusieurs choses. Ça normalise des positions de droite, parce je ne peux pas vous dire combien de personnes que je considérais comme des personnes de gauche sont venues vers moi et puis ils ont dit « mais il y a quand même quelque chose qui est un peu vrai dans ce moment, il y a quand même quelque chose, ça va au-delà du cible que ça devrait normalement être ». Et puis je crois que ces réponses-là, c'est justement des moments où des positions de droite sont normalisées. Et ces effets, et je crois que c'est justement ça que par exemple Stuart Hall avait analysé avec une perspective postcoloniale aussi, mais qui mène à pouvoir faire des analyses contemporaines qui vont au-delà de uniquement se poser la question qu'est-ce que c'est le rôle structurel du racisme en Suisse, parce qu'on voit très bien que c'est aussi à un moment où les personnes ont de moins en moins les moyens de pouvoir, il y a des personnes même en Suisse qui sont riches deviennent moins riches, donc, ou bien deviennent pauvres. C'est au même moment. Donc il y a chez Stuart Hall des propos de mettre ça, d'analyser ça, une chose avec l'autre, de voir auquel moment c'est vraiment le racisme ou un racisme auquel on retourne pour pas devoir parler des questions sociales qui touchent toutes les personnes dans la Suisse. Donc, il y a ces analyses-là. Moi, je ne les vois pas. Je vois pas les analyses qui nous disent pourquoi est-ce que l'anti-wokisme a réussi à être tellement populaire aussi dans les médias. Il faut faire une analyse des médias. Il faut voir que, en tout cas dans la Suisse alémanique, c'est la NZZ et c'est la Tamedia qui ont les pouvoirs et qui ont un soi-disant monopole sur les informations qu'ils ont distribuées. Il y a une dimension économique qui les intéresse, mais il y a aussi une dimension politique. Les personnes qui sont toujours encore là-bas et qui travaillent toujours encore là-bas, elles sont en alliance avec cet anti-wokisme. Ça va au-delà d'un intérêt uniquement économique, c'est un intérêt politique. Et puis ça, c'est quelque chose que je trouve que, par exemple, c'est des analyses structurelles que je vois très rarement dans l'espace public. J'ai avant parlé de ces imbrications. Je dis ça comme si c'était un fait, mais parce que je trouve qu'il y a assez beaucoup d'indices qui nous mènent à ça, mais les recherches ne sont pas du tout faites. Il y a vraiment, je trouve que c'est aussi un peu un hustle de publier un livre comme ça, comme si en effet il y avait vraiment une grande recherche de racisme en Suisse. On a des bouquins qui sortent et je trouve que c'est vraiment souvent un hustle parce que les recherches n'ont pas encore été faites. Les recherches autour de plusieurs groupes et de plusieurs groupes minorisés à travers le racisme n'ont pas été faites et surtout pas historiquement. Pardon, j'ai pris beaucoup de temps.
fini. Merci. Merci beaucoup. On voit bien qu'on va continuer à vous inviter, que vous aurez d'autres choses à nous raconter d'autres fois. Toutes les conversations au salon sont enregistrées et vous pouvez retrouver les captations sur genevacolonial.ch. Donc celle-là, je pense, en janvier. Et puis comme ça, ceux qui ont raté le début pourront retrouver l'entier de la conférence. Merci beaucoup et puis